Bonjour à tous, merci à nouveau pour me donner l'opportunité de parler à cette conférence. Donc, c'est vraiment, ce que je vais dire aujourd'hui est totalement indépendant de ce que j'ai raconté hier, c'est un autre sujet, donc bon, il n'y a pas de relation proche entre les deux sujets, c'est une autre chose. Donc, ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est autour des polynômes indexés par des arbres, des séries formelles indexées par des arbres. Alors, il y a un petit exemple juste là. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi ce genre de choses apparaît naturellement dans certains contextes et pourquoi c'est intéressant à étudier. Alors, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire passer aujourd'hui. Voilà, alors oups. Donc, je vais essayer d'expliquer à quels endroits c'est apparu. Alors, juste pour faire une petite analogie, pour que vous soyez des choses qui sont familières, je pense. Donc, si vous pensez à aux algèbres commutatives libres, c'est-à-dire aux algèbres de polynômes, alors les monômes dans ces algèbres, c'est essentiellement, une fois qu'on a ordonné les variables, c'est essentiellement le tuple des exposants de ces variables. Donc, c'est une liste d'entiers. De la même manière, dans les algèbres associatives libres, alors peut-être, j'espère, voilà. Les algèbres associatives libres, c'est les algèbres de mots, donc c'est les algèbres tensorielles. Et dans cette situation, les monômes sont des mots dans un alphabet fixé. Et donc, je vais expliquer par la suite deux exemples, deux types d'algèbres qui sont où les monômes font intervenir des arbres enracinés. Et alors, ce n'est pas une histoire qui est vraiment récente d'un certain point de vue, puisque l'idée d'utiliser des arbres enracinés dans un contexte de géométrie, disons, remonte à Cayley. Et d'une certaine manière, cette utilisation est en train de gagner un certain, il y a un certain mouvement dans cette direction, en particulier autour de Hairer et de ses travaux. Voilà, alors encore à nouveau, pour être très concret, voilà, là, ici, j'ai mis une sorte d'exemple pour décrire ce dont je parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sorte de polynôme en arbre? C'est une combinaison linéaire et de termes, et chaque terme est un scalaire fois un monôme, et le monôme est un arbre dont les sommets sont décorés par des lettres. Voilà, c'est ce genre de choses dont je veux parler. Alors, ça, c'était l'introduction. Alors, pour justifier un peu pourquoi c'est intéressant, donc je vais commencer par un exemple. Et c'est vraiment, d'une certaine façon, l'exemple de Cayley, déjà. C'est un exemple assez classique. Donc, on va regarder les champs de vecteurs lisses, disons, sur l'espace euclidien de dimension n. Alors, on choisit des coordonnées sur Rn, des coordonnées canoniques, si on veut. Et une fois qu'on a choisi des coordonnées, un champ de vecteurs, c'est donné par une somme de VI fois dérivée par rapport à I. Alors, les VI sont des fonctions, qui sont les coefficients du champ de vecteur, et les DI, c'est la dérivée par rapport à XI, c'est le champ de vecteur constant dans la direction XI. Donc, tout champ de vecteur s'écrit uniquement sous cette forme-là, donnant ses composants. Alors, quand on a un champ de vecteur, on peut regarder ce qu'on appelle le flot du champ de vecteur. Donc, c'est une équation différentielle ordinaire. L'inconnu, c'est une variable, c'est une fonction de R dans Rn, qui est le parcours d'une particule qui suit le flot, si on veut. Donc, l'équation, c'est que dx sur dt, la dérivée de la position de la particule, c'est le champ de vecteur en la position de la particule. Et il y a une condition initiale qui est le point de départ de la particule. Voilà, donc je vais utiliser ça un peu plus tard. Alors, pour revenir au champ de vecteurs, donc il y a les opérations les plus naturelles qu'on peut faire sur les champs de vecteurs. Il y a deux opérations standards, naturelles, qui sont la composition et le crochet de ligne. Alors, la composition, c'est assez simple. On voit un champ de vecteurs comme quelque chose qui agit sur les fonctions. Donc, le DI agit par dérivation par rapport à XI. Donc, un champ de vecteurs, c'est la même chose qu'un opérateur différentiel d'ordre 1 qui agit sur les fonctions.
Et du coup, on peut composer ces opérateurs. Alors, en coordonnées, la composition prend cette forme-là. Donc, il y a une partie qui est... Alors, est-ce que j'ai le crayon? Il y a une partie qui est d'ordre 2, qui est un opérateur différentiel d'ordre 2, ici. Et puis, il y a une partie qui est un opérateur différentiel d'ordre 1, ici. Et voilà, donc ça, c'est la composition. C'est une opération associative. Et donc, le crochet de Lie, le commutateur de cette composition, ça va vérifier la relation de Jacobi, donc ça va être un crochet de Lie au sens des algèbres de Lie. Et si vous regardez la formule dans dessus, eh ben quand on fait le commutateur, en fait, ça va supprimer, le terme d'ordre 2 va disparaître, et il va rester le commutateur de la partie d'ordre 1. Et donc, c'est effectivement un champ de vecteurs. Donc, c'est effectivement un opérateur différentiel d'ordre 1, en les variables. Voilà, donc ça, c'est la chose classique, théorie de base sur les champs de vecteurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne garder que cette moitié-là, et on va définir une nouvelle opération. Donc, on définit une nouvelle opération que je vais dire, je vais appeler V sur W. Et simplement, ça revient à ne garder que la partie de degré 1 dans la composition. Alors, il faut faire attention parce que... Alors, bon, une première remarque, c'est que c'est la même chose que de ne garder que la moitié du crochet de Lie. D'accord? Parce que le crochet de Lie, c'était le commutateur de la composition, mais les parties de degré 2 dans la composition s'annulaient. Donc, en fait, le commutateur de cette nouvelle opération, c'est le même crochet de Lie que le crochet de Lie précédent. Alors, il faut faire attention parce que cette définition n'est pas indépendante du choix des coordonnées. Donc, si j'avais choisi d'autres coordonnées sur Rn, des coordonnées qui ne soient pas des coordonnées linéaires, disons, alors ça aurait donné une autre opération du même type. Cette opération est seulement invariante sous des changements de coordonnées affines. Bon. Donc, voilà, cette opération est moins intrinsèque que le crochet de Lie ou la composition, mais elle existe quand même. Alors, le lemme, qui est juste un petit calcul, qui est assez facile à faire, même très facile à faire dans les coordonnées. Vous partez de cette formule-là, donc, et vous calculez ces deux expressions à gauche et à droite de l'égalité. On peut constater assez facilement que ces deux expressions sont égales. Alors, il faut regarder un petit peu cette égalité dans les yeux. Donc, la différence entre le terme de gauche ici, entre ces deux termes à gauche et ces deux termes à droite, c'est qu'on a échangé les deux premières lettres. Donc U et V, là ça commence par U et V et U et V, et là c'est VU, VU. Sinon c'est la même chose. Donc c'est une expression qui exprime une symétrie en U et V de cette différence-là. Voilà, donc on appelle cette identité l'axiome pré-Lie, à cause du fait que le commutateur de cette opération est encore un crochet de Lie. Et ce qu'on appelle une algèbre pré-Lie, alors c'est juste un espace, c'est en quelque sorte, c'est l'abstraction de cette propriété. Hein, donc on va vraiment prendre ça comme un axiome et non pas comme le résultat d'un calcul. Donc l'algèbre pré-Lie, c'est un espace vectoriel L muni d'une application bilinéaire de L dans L qui vérifie cette relation ici. Et alors, vous allez me dire, bon, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que n'importe quelle algèbre associative est aussi une algèbre pré-Lie. Et la raison, c'est que à la fois le terme de gauche et le terme de droite sont nuls. Parce que ces deux termes sont, lorsque le produit est associatif, ben, vous pouvez voir qu'on a UV parenthésé à droite, moins UV parenthésé à gauche. Et donc, ce terme est nul lorsque le produit est associatif. Voilà. Donc, il y a déjà il y a déjà beaucoup d'exemples qui sont un petit peu dégénérés, au sens où ils sont associatifs, mais bon, qui existent quand même. Voilà.
Alors, un exemple très simple qui est c'est la chose suivante. Donc, on prend pour L l'espace vectoriel, alors sur un corps, si vous voulez, engendré par les mots non vides sur un alphabet fixé, donc un ensemble fini de lettres. On prend les mots non vides et on prend les combinaisons linéaires de mots non vides. Et alors, on définit une opération. Alors, on la définit sur les mots, puis après, on l'étend linéairement dans les deux arguments. Donc, c'est la somme de toutes les insertions possibles du mot W, du mot qui est à gauche ici, entre deux lettres consécutives du mot W'. J'aurais pu écrire un exemple. Enfin, je pense que la description est suffisamment claire pour que ça soit bien défini. Et on peut faire un petit calcul, on peut vérifier que ça va bien vérifier le même axiome prélit que j'ai décrit à la page d'avant. Et en fait, c'est juste une illustration très simple d'un phénomène très général qui dit qu'en fait, que cet axiome ou cette notion d'algèbre prélit, il faut y penser, on peut y penser comme une axiomatisation des opérations d'insertion. Donc, de la même manière que les algèbres associatives sont normalement, à chaque fois qu'on peut concaténer des objets, qu'on peut mettre bout à bout des objets, ça fait des algèbres associatives. À chaque fois qu'on peut insérer des objets les uns dans les autres, ça va faire des algèbres prédits. Et cette idée qui est un peu vague, on peut s'en servir pour faire beaucoup d'exemples. Alors, vous pouvez essayer d'imaginer. On peut insérer des graphes dans des graphes et ça va faire des algèbres prédits. Et l'idée, c'est de définir l'opération comme la A sur B. C'est la somme de toutes les insertions possibles de l'objet A dans l'objet B. Alors, il faut spécifier ce que ça veut dire dans les exemples qu'on essaye, mais ça va marcher en très grande généralité. Bon. Donc voilà, vous pouvez essayer d'imaginer quel genre de choses on peut insérer les unes dans les autres. Il y a beaucoup d'exemples avec des graphes, par exemple. Alors, ça vient. Voilà, alors un exemple qui a la propriété, en fait, que c'est l'exemple universel, au sens que je vais préciser un peu plus loin. C'est l'exemple donné par la greffe des arbres enracinés. Alors, on prend un ensemble fini de décoration, et donc je vais noter PL de E comme prélit de E, l'espace vectoriel engendré par les classes d'isomorphisme d'arbres enracinés étiquetés par E. Alors, il faut que je précise, parce que je veux dire par arbre enraciné. Donc, un arbre enraciné, c'est juste un graphe fini, un graphe fini simple, il n'y a pas de boucle, de règle multiple. Alors, donc, je disais, je suis en train de définir une algèbre d'un. Et on prend comme racine, donc ça fait un arbre, et on prend comme racine de cet arbre la racine de S. On prend l'espace vectoriel engendré par les classes d'isomorphisme d'arbres enracinés. C'est pas un unique arbre binaire, c'est un unique arbre. Juste un graphe fini, c'est une somme d'arbres étiquetés, qui est muni d'un sommet distingué qu'on appelle la racine. Voilà un petit exemple d'ensage. On peut orienter, si on veut, la convention opposée, c'est le produit dans l'autre sens. Et étiqueté, pas très grave. Donc, je définis un alphabet X, enfin, c'est la même chose, mais en plus, Y, je définis les sommets vers l'ensemble des décorations. Cette algèbre sur les arbres enracinés est décorée par E, et je prends. Et donc, si je prends comme ensemble X, ça va être, c'est les arbres, un seul sommet, décoré respectivement par X, par Y. Alors, ici, la racine, c'est Y. Alors, ensuite, je fais le produit de X et de X, le produit de Y et de Y, et le produit de ces deux choses-là. Il y a Y et pomme qui sont des décorations. X et X, ça veut juste dire qu'on va faire une somme sur toutes les manières. C'est une arête entre X et X. Dans cet exposé, c'est que les arbres vont avoir leur racine en haut, et vont avoir leurs feuilles en bas. Donc, et ensuite, l'exemple un peu plus... c'est la convention habituelle en solide. Donc là, en informatique, comme c'est dans le sens, en fait, je suis en train de greffer T sur S. Donc, je suis en train de greffer... Et alors,
cet arbre XX, cet espace vectoriel des arbres enracinés, sur l'arbre Y, une opération qui est, et il y a deux façons de faire. Soit l'arbre XX, plus précisément, se place ici. Je définis cette opération sur les arbres et en mettant par linéarité. Soit l'arbre XX. Si on a deux arbres enracinés S et T décorés, Y, alors la T sur S, c'est la somme qui porte sur les sommets. Petit exemple des opérations somme du résultat qu'on obtient en ajoutant une arête qui va de... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La racine de T, c'est pas très compliqué, mais... sommet V. Et on prend comme racine, donc ça fait un arbre, et on prend comme racine de cet arbre la racine de S. Alors la propriété de cette opération, c'est pas un unique arbre binaire, on a montré ça il y a déjà un certain temps. C'est une somme d'arbres réticulaires. Avec Muriel Vernet, nous avons montré que cette structure, et en fait l'algèbre prélie libre utilise la convention opposée ensemble le produit est dans l'autre sens. Donc c'est un énoncé d'universalité. Donc je définis un alphabet X, de liberté en tant qu'algèbre Y, et ça signifie précisément cette algèbre, même chose que pour les algèbres associatives libres et les algèbres commutatives libres, c'est-à-dire que si X et Y, si on a une algèbre prélie, c'est les arbres à un seul sommet, si on a une application ensembliste, et on voit les décorations dans des éléments de cette algèbre prélie, alors il existe une unique manière d'étendre cette application ensembliste en un morphisme d'algèbre prélie. X et X, ça veut juste dire qu'on va de l'algèbre prélie décorée par eux. Toutes les manières de rajouter une arête entre X et X sur les arbres, juste un arbre. Et dans l'algèbre prélie, donc Y, Y, c'est pareil. Donc c'est vraiment l'exemple un peu plus... c'est pas trop ça, c'est vraiment la même chose que si on a... C'est dans le sens, en fait, c'est... je suis en train de greffer la propriété analogue de l'algèbre des mots sur un alphabet. On peut envoyer... On peut étendre sur l'arbre Y. Il y a deux façons de faire. Soit l'arbre c'est l'algèbre associative libre se place ici, donc sur le Y du haut. Voilà, donc cette propriété, ça veut dire que l'axiome prélit que j'ai décrit, il faut se rendre compte que si on prend un axiome un peu au hasard, les algèbres libres n'ont pas de description élégante. Et donc là, c'est un axiome qui a la propriété assez remarquable que les algèbres libres ont une belle description combinatoire. Ok. Alors, quelques mots sur la propriété de cette opération. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, à quoi correspond E dans L dans l'exemple précédent? Il y a déjà un certain temps. Donc, ça veut dire que, essentiellement, c'est cette structure et en fait l'algèbre dans l'exemple précédent sur l'ensemble E. Non, ici, c'est d'universalité, de liberté en tant qu'algèbre prélie, et ça signifie précisément c'est que algèbre associative libre et algèbre commutative libre, c'est-à-dire que ce que cet énoncé dit, pour le paraphraser, c'est que si on a une algèbre prélie L quelconque, vous pouvez penser à tous les exemples que j'ai donnés avant, des éléments de cette algèbre prélie, l'insertion des mots dans les mots, alors il existe une unique manière, les champs de vecteurs, d'étendre cette application ensemble. N'importe quelle algèbre prélie, qui vérifie l'axiome prélie, il va de l'algèbre prélie. Et si on choisit un ensemble d'éléments dans cette algèbre prélie, et dans l'algèbre prélie, donc un ensemble de champs de vecteurs ou un ensemble. C'est vraiment voilà, de mots. C'est pas trop ça. Alors on peut définir un morphisme de l'algèbre prélie des arbres décorés par analogue de l'algèbre des mots sur un alphabet dans l'algèbre prélie quelconque. On peut étendre morphisme dans une algèbre associative, c'est l'algèbre associative. C'est pas forcément un ensemble de générateurs, c'est n'importe quel élément. Alors, si vous voulez, j'avais prévu de le dire plus tard, mais voilà. Donc, vous pouvez penser à cette propriété. Si on se donne un ensemble de matrices, si on se donne grand A, grand B, grand C, un ensemble de matrices prélie que j'ai décrit. Allez, si on se donne un mot en A, B, C, alors il faut se rendre compte que si on prend un axiome un peu au hasard, les algèbres libres n'ont pas de description élégante. Et donc là, c'est un axiome qui a la propriété assez remarquable que les algèbres libres ont une décoration prise dans l'œil est associée oui, les décorations, elles vont sur les sommets des arbres. Peut-être que le transparent suivant, alors quelques mots ça va permettre de clarifier un peu ça, d'accord, je vais expliquer un peu différemment dans le transparent dans L, dans l'exemple précédent. Plus clair. Donc ça veut dire que essentiellement
Ouais, là, je parle de graduation. Enfin, juste quelques mots sur le degré et sur la non, complétion. Donc, ici, cette algèbre d'arbres enracinés pour la greffe, elle est naturellement graduée par le nombre de sommets dans les arbres enracinés, c'est-à-dire que l'opération sûre, elle est homogène pour le degré, elle ajoute les nombres de sommets. Ce que cet Et donc, énoncé ce qu'on peut dit, faire, c'est qu'on peut définir. c'est que si on a une algèbre prélie, quelconque, vous pouvez penser à tous les exemples que j'ai donnés avant, l'insertion des mots dans les mots ou les champs de vecteurs. Voilà, donc n'importe quelle algèbre prélie, quelque chose qui vérifie l'axiome prélie. Et si on choisit un ensemble d'éléments dans cette algèbre prélie, ou la complétion de PL2E, alors, donc un ensemble de champs de vecteurs ou un ensemble de coupé, alors on peut définir un morphisme de l'algèbre prélie des arbres décorés par cet ensemble avant l'algèbre prélie quelconque. Ok, bon. C'est pas forcément un ensemble de générateurs, c'est n'importe quel élément. Alors, si vous voulez, j'avais prévu de le dire plus tard, mais il faut que je reprenne à quel moment. Si on se donne un ensemble de matrices, si on se donne grand A, grand B, grand C, un ensemble de matrices, la complétion, bon, si on se donne un mot en A, B, C, alors on peut faire une matrice, quoi. Donc l'algèbre est graduée par le nombre de sommets, ça c'est assez clair, parce que et le PL chapeau, ça marche plus? Ça marche encore? Ça marche. Les décorations prises dans l'œil étaient associées oui, les décorations, elles vont sur les sommets. Donc le PL chapeau, c'est juste le produit des composantes homogènes. Donc si vous voulez, c'est un peu ça, d'accord? C'est des sommes formelles infinies d'arbres enracinés, mais simplement dans chaque degré, c'est la même chose que le degré, la composante de degré fixée de PL de E. Donc c'est voilà. Ouais, là je parle de juste quelques mots sur le degré et sur la complétion. Donc c'est cette algèbre d'arbres enracinés, c'est pas transparent d'après, c'est encore celui d'après. Elle est naturellement graduée par le nombre de sommets dans les arbres enracinés. Dans quelques mots, opération sûre, elle est homogène, c'est même un peu plus loin. Donc à quoi ça sert tout ça? Donc c'est bien joli, ce qu'on peut faire, c'est une structure algébrique, c'est élégante, mais bon. Ça, donc il y a plusieurs choses auxquelles on peut. Bon, je n'ai plus de caméra à couper, donc je peux pas. Je sais pas. Ok, le son a l'air assez bon pour tout le monde, donc peut-être que c'est pas lié. Alors je continue. Donc à quoi ça peut servir? D'abord, ça peut servir en termes de séries génératrices. Donc, si vous connaissez les séries génératrices exponentielles ou les séries génératrices ordinaires et qui servent à compter des objets indexés par les entiers. Là, on peut avoir envie de... Si on a naturellement des objets qui sont indexés par des arbres, si on veut compter les configurations de telle ou telle sorte sur les arbres, on peut faire des séries génératrices indexées par des arbres. Alors, bon, les séries génératrices, visiblement, c'est pas Siri. Donc l'algèbre est graduée par le nombre de sommets, ça c'est assez clair. C'est une première chose. Alors le PL chapeau. Ensuite, cette construction des algèbres libres sur les opérades, c'est un cas particulier d'une construction générale pour les opérades. Donc en particulier, il y a un monoïde de série formelle. C'est juste le produit des composantes homogènes. Si vous voulez, c'est des sommes formelles infinies d'arbres enracinés, mais simplement dans chaque degré, c'est la même chose que le degré. La composante de degré fixée de PL de E. Donc voilà. Le truc, c'est que non, pas vraiment. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ces arbres enracinés-là qui... c'est pas le transparent d'après, c'est encore celui d'après. On pourrait imaginer de faire des séries indexées par n'importe quelle somme d'arbres, mais on n'aurait aucune structure algébrique. Donc là, la richesse de cette situation, c'est d'avoir des séries génératrices sur lesquelles on a des opérations naturelles. C'est bien joli, c'est une structure algébrique assez élégante, mais bon... qui exprime des choses. Donc bon, il y a plusieurs choses auxquelles on peut... j'ai pas prévu de développer vraiment ce point de vue série génératrice, mais on peut vraiment exprimer, donc je peux pas... Oui, mais même stable par greffe, ça suffit le son pas. Ici, vraiment, c'est le côté, c'est l'existence de cette notion d'algèbre prélie qui fait que tout marche très bien. Donc, à quoi ça peut servir? D'abord, ça peut servir, il faudrait le dire en termes de série génératrice génératrice,
plus général. Vous connaissez les séries génératrices exponentielles ou les séries génératrices. Alors j'ai dit ça, j'ai dit le monoïde dont je vais parler plus tard. Alors ensuite, on peut penser vraiment à tout ça comme une sorte d'analogue. Naturellement, des objets qui sont en dimension 2, de compter les configurations, de ce que font les gens, de ce que font beaucoup de gens autour des langages, des automates et des mots. Des séries génératrices indexées par des arbres. Alors, d'un certain point de vue, ça ressemble. On peut imaginer de faire beaucoup de choses du type de ce qui existe pour les mots. Et on peut imaginer de le faire pour ce type d'arbre en particulier. C'est une première chose. Alors, ensuite, cette construction des quelque chose qui a été beaucoup développé, mais c'est de l'ordre du. C'est un cas particulier d'une construction générale pour les opérades. Et donc, en particulier, il y a un monoïde. Et ensuite, cette combinatoire des arbres enracinés, elle est apparue. Structure intéressante. Alors, les automates d'arbres existent, oui. Donc, je pense que. Alors du coup, un certain type d'automate d'arbres va rentrer dans ce cas. Alors, pas forcément non, pas vraiment. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ces arbres enracinés là. La généralité dans laquelle ils ont été définis. On pourrait imaginer de faire des séries indexées par donc les mots n'auraient aucune structure algébrique. Donc là, la richesse, ce serait l'analogue des langages, ce serait effectivement des génératrices sur lesquelles on a des définis par des automates d'arbres, donc qui sont respectés par des sous-ensembles de l'ensemble des monomes qui expriment des choses des arbres, donc qui sont définis par qu'on peut définir peut-être par des équations arborescentes. Développer vraiment ce point de vue série génératrice, mais on peut vraiment exprimer. Oui, mais même stable par greffe, ça répond à ta question, Bruno. Oui. Ici, vraiment, donc, ensuite, ces arbres sont apparus vraiment dans d'autres domaines. Donc, il y a fait que tout marche très les bien. travaux de Kohn et Kramer qui sont déjà assez anciens sur la renormalisation des théories quantiques des champs. Et puis, en termes d'opérations, disons, de Hairer sur les équations différentielles classiques, vont intervenir. Alors, vraiment, des séries formelles le monoïde dont je vais parler plus tard. Alors ensuite, on peut penser vraiment pour répondre à la question dans le chat, effectivement, analogue en dimension 2, quelque chose de très populaire. De ce que font les gens, un autre point des automates qui se raccroche à mon exemple de départ, ça commence sur les champs de vecteurs, et en fait, on peut imaginer de faire beaucoup de choses du type c'est vraiment le début de quelque chose, c'est-à-dire que cette étude des séries formelles en arbres, elle est connue en analyse théorique des équations différentielles ordinaires. Les gens utilisent ce qu'on appelle les séries de Butcher. Qui a été beaucoup développée, mais on peut par ailleurs associer à chaque méthode de Runge-Kutta une telle série en arbre. Donc il y a beaucoup de choses. Et ensuite, ces séries combinatoire des arbres enracinés, elle est apparue. C'est des choses relativement classiques. Alors, les automates d'arbres existent, oui. Donc je pense que. Alors, juste pour illustrer un peu ce dernier point, donc, je reviens à cette équation différentielle pour le flot d'un champ de vecteurs. Tous les automates d'arbres. Donc, si j'ai un champ de vecteurs et je veux résoudre l'équation différentielle x' de t dx, enfin x' de t, c'est v donc les mots. Je n'ai pas rappelé l'équation. Ce serait l'analogue en fait, des langages, ça serait effectivement. On peut la résoudre formellement. Ce qui est défini par des automates d'arbres. Donc et les sous-ensembles de l'ensemble. On fait une sorte de développement de Taylor, sans se soucier du tout de convergence ou de sont définis par. On peut définir peut-être écrire le premier terme, puis le deuxième terme, puis le troisième terme, et voir la récurrence qu'on obtient sur les coefficients. Et on obtient cette expression-là. C'est-à-dire, on obtient que est-ce que ça répond à ta question? Oui. Donc, ensuite, ici, vous voyez, à gauche, ces arbres sont apparus vraiment dans d'autres domaines. C'est une sorte de champ de vecteur aussi. Les travaux de Kohn et Kramer, c'est un vecteur assez ancien sur la renormalisation des théories. Une différence entre deux points. Et puis les travaux plus récents, disons, et à droite, sur les équations différentielles stochastiques. On a l'itération de ce produit vraiment des séries préélit, parenthésé à droite, parce que c'est pas associatif. Donc, pour répondre à la question dans le chat, effectivement, cette série formelle à droite vérifie l'équation différentielle. C'est pas forcément quelque chose de très populaire. Et un autre point qui se raccroche à mon ça dépend, ça marche. En principe, ça marche pour n'importe quel champ de vecteur. En fait, cet exemple c'est très formel, évidemment, mais c'est une sorte de solution universelle. Que cette étude des séries formelles en de l'équation du flot, ça dépend même pas de la dimension dans laquelle on est. Les gens utilisent ce qu'on appelle les séries de Butcher. Et en fait, on peut y penser comme une sorte de série en arbre. À chaque méthode de Runge-Kutta, en se disant, ce V, on va le remplacer par l'arbre à un sommet. Dans l'analyse numérique. Et c'est des choses relativement classiques. Et donc, j'explique ça ici. Donc,
Alors, juste pour illustrer un peu solution de l'équation de flow, j'ai remplacé V par l'arbre à un sommet que j'ai appelé petit o. Cette équation différentielle pour le flow d'un champ vecteur. Ça définit un élément que j'appelle grand A, un champ vecteur, et qui est vraiment une série formelle en arbre. X' de t dx, X' de t, c'est V de X de t. Donc, pour exprimer en arbre, il faut calculer ce produit, c'est-à-dire il faut développer cette puissance énième à droite de l'arbre à un sommet. On fait une sorte de développement de Taylor. On pourrait penser que quand on fait ça, on obtient des choses très compliquées. Ça ne va pas être joli, mais en fait, c'est très joli. Puis le deuxième terme, puis le troisième terme, et voir la récurrence qu'on obtient sur les coefficients. Et on obtient cette expression-là. On obtient que le... Ok, bon. Donc en fait, c'est très joli parce qu'on peut donner une formule explicite pour les coefficients. Le coefficient, c'est toujours la forme 1 sur une sorte de champ de vecteur. Cet entier, c'est le produit de la factorielle de l'arbre. C'est une différence de ce qu'on appelle le facteur de symétrie de l'arbre, qui est le cardinal du groupe d'automorphisme de l'arbre. On a l'itération. Par exemple, ici, 1 sur 8. La factorielle de l'arbre, c'est le produit, le produit sur les sommets, et cette série formelle à droite vérifie l'équation 4 fois 1 fois 2 fois 1, donc c'est 8. Et vous voyez que ici, le facteur de symétrie, c'est 1. Donc ça dépend, ça marche. En principe, ça marche pour n'importe quel champ de vecteur. C'est factoriel et 1 pour le facteur de symétrie. C'est une sorte de solution universelle. Voilà, c'est un exemple de l'équation de série. Ça dépend même pas de la dimension. Si vous voulez, c'est une sorte d'exponentielle dans le monde des arbres, quoi. C'est en fait, on peut y penser comme une sorte de série en arbre et utile, en se disant, ce V, on va le remplacer par l'arbre à un sommet. Voilà, donc là, c'est le moment où je reviens un petit peu sur ce qui vous a troublé tout à l'heure, sur cette propriété universelle, sur cette propriété de liberté, cette solution de l'équation de flow. J'ai remplacé V par l'arbre à un sommet que j'ai appelé petit o. Et du coup, ça définit un élément que je suis un peu troublé par le temps, donc il me reste 20 minutes, formelle en arbre, je sais pas. Non, plutôt 55 minutes. Pour exprimer en arbre, il faut calculer ce produit. On commence avec 5 développer de retard. Donc, oui, ok. Donc, parce que là, je me base sur l'enregistrement et du coup, Allez, du coup, on peut aller jusqu'à 15h35. On pourrait penser que quand on fait ça, on a des choses très compliquées. Merci beaucoup. Donc, ça va pas être joli, mais en fait, si. Alors voilà, la propriété de liberté. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, l'enregistrement n'est pas... Oui. Donc, la propriété de liberté, ça nous dit qu'en fait, une autre façon d'y penser, c'est le fait que chaque arbre... En fait, c'est très joli parce qu'on peut donner une formule explicite pour les coefficients. On peut vu comme une opération sur n'importe quelle, sur toutes les algèbres entiers. Cet entier, c'est le produit de la factorielle de l'arbre. C'est équivalent, chaque arbre enraciné étiqueté définit un mono dans n'importe quelle algèbre privée. Cardinal du groupe d'automorphisme. Et là, j'ai cette analogie dont je commençais à parler tout à l'heure. Donc, si vous prenez 1 sur 8... Dans le cas des mots, dans le cas associatif, si vous prenez un mot comme BA, Baba, sur les sommets et si chaque lettre, vous lui associez une matrice, fois 2 fois 1, donc d'accord, et ben vous faites le produit des matrices dans le mot et vous obtenez une matrice. Donc le mot Baba, 8, dès qu'on associe une matrice à chaque lettre, devient une matrice. Voilà, donc c'est un exemple, c'est la même chose avec les arbres. Donc si on prend un arbre enraciné décoré par des lettres dans le monde des arbres, donc grand X, grand Y et pomme, si vous choisissez pour X, Y et pomme des champs de vecteurs sur le même espace vectoriel, voilà, donc là, c'est trois champs de vecteurs sur Rn. Alors, ceci est aussi une propriété universelle sur cette propriété de liberté. Et n'importe quel arbre enraciné décoré par un grand X, grand Y et pomme est un champ de vecteurs. Donc, l'existence d'une opération prédite sur les champs de vecteurs nous dit que n'importe quel arbre décoré par des éléments de cette algèbre prédite de champ de vecteurs est aussi un champ. 55 minutes. Quand je parle de champ de vecteur, on pourrait parler de cette algèbre d'insertion. Oui, ok, donc c'est parce que là, je me base sur l'enregistrement et du coup, Alors en fait, jusqu'à 15h35, il y a 55 la raison pour ça, c'est la preuve de ça vient de la preuve de ce théorème de liberté. Alors voilà, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on arrive à écrire. Oui, l'enregistrement. On arrive à écrire chaque arbre. La propriété de liberté, comme une expression qui ne fait intervenir que le produit. Une autre façon d'y penser, c'est chaque arbre enraciné étiqueté. Alors, en général, cette expression va devenir de plus en plus compliquée. Plus l'arbre est gros, plus l'expression devient compliquée.
où c'est seulement chacun définir récursivement ces expressions. Il y a un monôme dans n'importe quel. Par exemple, ici, si je fais et là, j'ai cette analogie dont je commençais à parler sur tout à l'heure. x Donc, si et le vous tout prenez, sur pomme sur y, dans le cas des mots, dans le cas la différence associatif, avec si vous y prenez sur x un sur mot pomme, le comme tout sur y, BA, baba, et ben en fait, si je calcule ça en tant que si somme chaque d'arbres, lettre, vous lui on associez va une obtenir matrice, juste ce terme. d'accord? Et ben vous faites le produit des matrices dans le mot, Alors, et vous obtenez une matrice. éventuellement, vous pouvez, le mot si baba, vous vous rappelez de la définition de une matrice à chaque lettre, cette opération sur les arbres, vous pouvez faire ce calcul et voir que et là, c'est la même chose en avec termes les d'arbres. arbres. Donc, si on prend un arbre enraciné Pourquoi est-ce que donc en fait, l'arbre de droite est un le terme de droite va donner juste un arbre linéaire. Si vous choisissez sans pour branchement, x, y et pomme des et champs le terme de gauche va donner deux arbres, même espace vectoriel. Donc le même arbre linéaire trois qu'à champs droite, vecteurs sur Rn. Alors une annulation. Ceci est aussi un champ de vecteur. Ce terme. Voilà, donc est-ce que c'est plus clair que tout à l'heure? N'importe quel arbre, ce que je veux vraiment dire, c'est que ce théorème de liberté nous permet de faire ça. C'est-à-dire que si on a un arbre enraciné décoré par des symboles d'une opération prélis sur les champs de vecteurs, si ces symboles vivent dans une algèbre prélis, décoré par des éléments, on peut associer une valeur dans la même algèbre prélis à ces symboles. Alors je parle de champ de vecteurs, on pourrait parler de... Et c'est vraiment similaire à ce qui se passe avec les polynômes ou les mots. Alors en fait, alors maintenant, on va utiliser cette propriété-là. C'est la preuve de que je viens juste de la preuve dont je viens juste de parler pour faire quelque chose d'un peu plus subtil. En fait, c'est qu'on arrive à écrire. Et on arrive à écrire chaque une arbre, opération de substitution, une expression qui ne fait intervenir que le produit. Donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est prendre une série en arbre. Alors, en général, cette expression va devenir une autre série en arbre et remplacer chaque sommet de la première par la deuxième série, par la série tout entière. Mais par exemple, ici, si je fais, si j'ai y sur x, le tout sur si j'ai f une série en arbre, je veux en quelque sorte la différence avec substituer g à l'intérieur de f. Et bien en fait, si je calcule ça en tant que somme d'arbres, alors comment ça marche? Donc f, c'est une somme infinie d'arbres enracinés avec des coefficients et g aussi. Alors, éventuellement, vous pouvez... Alors, la première chose à dire, c'est que sur cette complétion, sur cet espace de somme formelle infinie d'arbres, vous pouvez le faire produit prélis existe aussi. Et voir ce qui se passe en termes d'arbres. Donc ça, c'est juste simplement parce que le produit prélis est gradué. Donc en fait, l'arbre de droite est un... On peut faire comme des développements limités. Le terme de droite va donner un arbre linéaire et calculer le produit prélis sur les séries infinies. Et le terme de gauche va donner deux arbres. Les sommes formelles infinies d'arbres, l'arbre linéaire produit à droite, prélis. et puis ça c'est facile. Il y a une annulation. Et maintenant, à gauche, je vais... Est-ce que c'est plus clair que tout à l'heure? Je vais faire ce que je veux vraiment dire, c'est ce produit de substitution, il va être linéaire à gauche. Donc il suffit de définir la substitution d'un arbre dans lequel on met une série formelle en arbre. Alors, et ça, c'est simplement donné par le transparent d'avant. C'est-à-dire que chaque arbre... Alors, je suis en train de parler d'arbres sans étiquette, avec une seule étiquette, si vous voulez. Donc, polynôme ou les mots. Tous les sommets ont la même lettre. Alors maintenant, on va utiliser cette propriété-là. Donc, si j'ai un arbre que je viens juste sans étiquette, dont je viens juste de parler, pour faire quelque chose d'un peu plus subtil. Si je choisis un élément dans l'algèbre prélis cette chose-là, c'est une opération de substitution. Je l'évalue, je peux l'évaluer sur cet élément G. Et donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est prendre une série en arbre et une autre série en arbre et remplacer donc c'est un peu sommet de la première par la deuxième série, par la série. C'est vraiment donc le résultat, c'est que cette opération, je ne sais pas si je l'ai définie très clairement, mais j'ai f une série ce que ça donne, c'est que ça donne une structure de monoïde, ça donne une opération associative sur les séries formelles en arbre, qui est linéaire dans son argument de gauche. Comment ça marche? Donc f, c'est une somme infinie d'arbres, pas linéaire dans son argument de droite, et g aussi. Et si on prend le sous-ensemble des éléments qui ont un coefficient 1 sur l'arbre, un seul sommet, alors en fait on obtient un groupe d'arbres. Donc le produit tous les éléments sont inversibles. Donc ça, c'est le coefficient de l'arbre à un sommet gradué, donc inversible. On calcule. Alors, je pense qu'une manière d'imaginer ce que ça peut être, calculer le sans forcément avoir totalement compris la substitution, c'est de penser aux séries formelles en une variable. Ont aussi un produit. D'accord, les séries formelles en une variable sans terme constant.
Et ben, à gauche, je on peut vais les substituer. C'est vraiment l'opération de substitution, au sens où ce produit on remplace, de substitution, il va être linéaire à gauche. on remplace T par la substitution on remplace d'un le arbre T par une série formelle dans lequel on une met série une formelle. série formelle en arbre. Et le sous-ensemble des séries formelles sans terme constant, dont le terme linéaire et chaque 1 est un groupe. Je suis en train de parler d'arbres sans étiquette, enfin avec une seule étiquette. Donc typiquement, on a comme exemple l'exponentielle de t-1 et le logarithme de 1 plus t sont des exemples de séries formelles. Sans étiquette. Et donc, il y a un groupe de ce type-là pour les séries en arbre. Prélit PL chapeau. Je peux l'évaluer sur cet élément G. Et ce groupe, alors je pense que j'ai pas expliqué plus précisément, mais ce groupe se comporte bien avec le produit prélit. Donc c'est un, de la même manière que la peu substitution est multiplicative à gauche. C'est dans les vraiment séries formelles, si on fait f fois f', le résultat, c'est que G, cette opération, c'est multiplicatif à gauche, et bien ici, ça va être multiplicatif à gauche par rapport au produit prélit. Ça donne une structure de monoïde, ça donne une opération associative. Voilà, donc c'est un groupe de séries formelles dans son argument de gauche, quelque chose d'associatif. Alors, il y a des morphismes de ce monoïde, de ce groupe, vers les séries formelles comme ça, qui ont un coefficient 1 simplement à ne garder que les arbres linéaires. Un groupe. Donc, tous les éléments sont alors, il y a une question. C'est le coefficient de l'arbre. Donc, ce morphisme qui... Alors, je pense qu'une manière d'imaginer ce que ça peut être, oui, effectivement, l'inversion de Lagrange est quelque chose qui a à voir avec l'inversion dans ce monoïde de séries formelles. Les séries formelles en une variable. Donc là, on peut faire des sortes d'inversions. D'inversion dans un monoïde plus compliqué. C'est vraiment l'opération parfois des résultats intéressants, au sens où on remplace T par... Donc, il y a par une série formelle. Donc, cet exemple-là, c'est un exemple où il y a une seule étiquette. Et le sous-ensemble des séries formelles, il y a une seule étiquette. Dont le terme c'est comme des séries formelles en une variable. 1 est un groupe. On peut imaginer faire ça avec plus de variables. On a comme exemple l'exponentielle de on peut faire de la même manière qu'on a des séries formelles, de tels exemples de séries. On peut faire des difféomorphismes formels en deux variables. Et donc, il y a un groupe de ce type pour les séries formelles en plusieurs variables. Il faut prendre plusieurs séries et ce groupe. Alors, je pense que j'ai pas expliqué. En fait, j'ai pas voulu parler d'opéra d'aujourd'hui, mais le bon cadre pour vraiment expliquer ça, substitution et multiplication, ça serait d'utiliser l'opéra derrière les AGF f fois f'. Dans ce cas-là, la description serait multiplicatif un peu plus facile en utilisant multiplicatif à gauche par rapport au produit prélit. Voilà, alors... Voilà, donc j'ai prévu c'est un groupe de séries formelles, vraiment quelque chose d'associatif. Oui, alors peut-être avant de passer à cette diapo, je reviens sur celle-là. Un exemple d'élément intéressant dans ce monoïde, c'est la série grand A dont j'ai parlé avant, d'accord, la série qui est associée au flot des champs de vecteurs. C'est un élément très intéressant de ce monoïde, ce morphisme d'arbres. Série formelle en arbre, et en particulier son inverse. La série grand A est relativement simple, mais son inverse. L'inversion de Lagrange est quelque chose qui a à voir avec l'inversion dans ce monoïde de série formelle. J'ai écrit des articles où j'étudiais l'inverse de la série grand A. L'inversion dans un monoïde plus compliqué. Voilà, quelques mots sur les algorithmes. Alors... les implémentations, donc il y a une partie de ce que je viens de raconter a été implémenté dans Sage. Cet exemple-là, c'est un exemple où il y a une ce qui est implémenté, c'est les algèbres préluts libres sur n'importe quel ensemble de décoration. C'est comme des séries formelles en une variable. Ce qui correspond au polynôme indexé par des arbres. On peut imaginer faire ça avec plus de variables. Je me suis servi dans ma propre recherche de ce monoïde de la même manière qu'on a des séries formelles. On peut faire des difféomorphismes formels en deux variables. Là, on peut faire des le code a un peu périclité, faute d'utilisateurs à part moi, disons. Donc, il faut prendre plusieurs séries. Un petit peu perdu.
Probablement encore. Voilà, alors, en fait, j'ai pas voulu parler d'opéra d'aujourd'hui, mais typiquement, ce que je faisais, en particulier, c'est ce que je faisais avec ce code pour la substitution, c'est de faire des calculs de séries formelles en arbre à un ordre assez élevé, facile en utilisant les opéras. Et le plus élevé possible, et voilà, alors les séries qu'on obtient. Et donc, par exemple, cet inverse de A dont je viens de vous parler, là, il a... Oui, alors peut-être, avant de passer à cette diapo, je reviens sur celle-là. Donc, un exemple d'élément intéressant dans ce monoïde, c'est la série grand A dont j'ai parlé. Pourquoi c'est dur d'inverser A une série qui est associée au flow de champ vecteur. C'est un élément très intéressant. La série grand A, en fait, c'est effectivement une sorte d'arbre. C'est effectivement une forme d'exponentielle. Et en particulier son inverse, on a caché l'exponentielle et simple, mais son inverse, on n'a plus l'exponentielle à disposition. Et donc, voilà. Et la série inverse, elle a vraiment des coefficients rationnels très compliqués. Donc qui intervient aussi. Voilà, quelques mots sur de la série inverse, comprennent les nombres de Bernoulli en particulier. Alors, les implémentations. Donc il faut imaginer que la projection de A, donc ce qui est implémenté sur les séries formelles usuelles, c'est exponentielle de t moins 1. Sur n'importe quel ensemble de décoration, donc ce qui correspond au polynôme. Donc l'inverse, là, c'est facile, mais je me suis servi dans ma propre recherche de ce monoïde de série formelle. Je pense que voilà, c'est... Ouais, donc le code a un peu périclité. Ce que je peux dire, c'est que la série inverse est vraiment compliquée, au sens où il y a par exemple des nombres de Bernoulli. Le code est un petit peu perdu. Alors, la raison pour laquelle il y a des nombres de Bernoulli, c'est qu'on a un morphisme. Typiquement, ce que je faisais pour le produit. Ce que je faisais avec ce monoïde des séries formelles en arbre, là, c'est de faire des calculs de séries formelles en arbre à un ordre assez élevé. Le grand A, il y a un morphisme qui envoie grand A sur d'étudier les séries de T. Et par exemple, cet inverse de A dont je viens de vous parler, là, on remarque, alors, donc il y a un morphisme de ce monoïde. Alors, et du coup, on va inverser ça pour le produit, et du coup, on a les coefficients de Bernoulli qui apparaissent. Donc, voilà, la série grand A, en fait, c'est effectivement une sorte. Voilà, donc peut-être que c'est pas très intéressant de dire beaucoup de détails. Donc, par exemple, dans l'inverse, on a caché l'exponentielle, et que quand le degré est un nombre premier, on n'a plus l'exponentielle à disposition. Eh ben, il n'y a aucun coefficient nul. Et la série inverse, j'ai été capable de vérifier ça jusqu'à P égale 17, je pense. Et pour ça, il faut faire des gros calculs à un ordre. Les coefficients de la série inverse comprennent les nombres de Bernoulli en particulier. Il faut bien comprendre que le nombre de classes d'isomorphisme d'arbres est quelque chose qui il faut imaginer que la projection de A, le nombre de monômes sur les séries formelles usuelles, c'est exponentielle de t moins très vite dans ces séries. Contrairement aux séries usuelles, on ne peut pas espérer aller très très loin. Donc l'inverse, là, c'est facile, mais on aimerait quand même aller aussi loin que possible. Et là, c'est pas très clair. C'est pas très clair pour moi quel genre d'algorithme il faut. Ouais, donc il faut utiliser pour essayer d'aller loin. Ce que je peux dire, c'est que la série inverse est vraiment compliquée au sens où il y a vraiment il y a par exemple des nombres de Bernoulli. Peut-être qu'on pourrait envisager de faire des séries paresseuses où le coefficient d'un arbre n'est calculé. Alors, la raison pour laquelle il y a des nombres de Bernoulli, c'est qu'on a un morphisme vers les séries formelles pour le produit. Alors ça, c'est juste une sorte de remarque formelle en arbre, une sorte de parenthèse. Peut-être que je peux essayer de taper quelque chose. Donc il y a un point de vue sur tout ça qui utilise des algèbres de Hopf. Grand A utilise deux algèbres de Hopf duales qui sont les algèbres de Hopf de Grossman-Larson et de Cohn-Krem. Alors bon, Cyril, je n'ai pas compris la remarque. Donc, il y a un morphisme de ce monoïde. Et du coup, l'exposé va avoir deux parties. Donc, ce serait la conclusion de la première partie. Qu'est-ce qui est joué? Donc, d'abord, il y a effectivement des structures algébriques que je trouve assez élégantes. Par exemple, dans l'inverse, on remarque
que quand le degré est un nombre premier, quand on les utilise, on voit vraiment que tout marche bien, que tout tourne bien rond, que c'est un cadre algébrique. J'ai été capable de vérifier ça jusqu'à P égale et c'est en quelque sorte l'algèbre des opérations calculs à un ordre avec beaucoup de la même manière que les mots, c'est l'algèbre. Il faut bien comprendre que le nombre de classes d'isomorphisme d'arbres est quelque chose. C'est l'algèbre, c'est une algèbre en dimension 2 exponentiellement. Donc le nombre de monômes. Donc ensuite, il y a ce degré n. Les schémas d'itération de Newton, visuel, on peut pas espérer aller du point fixe juste pour cette raison-là. D'une certaine façon, on peut faire des... Mais bon, on peut faire des grammaires, quand même aller aussi loin que sans contexte. Et là, c'est pas très clair, des choses comme ça. Clair pour moi, quel genre d'algorithme il faut... Alors, je vous ai parlé pour essayer d'aller loin de ce groupe des séries formelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des éléments intéressants paresseuses où le coefficient de la même manière qu'à la demande, on aime bien regarder certaines séries formelles parce qu'elles sont une sorte de fonctions spéciales. Là, on a des sortes de fonctions spéciales. Une sorte de remarque qui sont données par un développement, une sorte de parenthèse formelle en arbre. J'en ai pas parlé du tout, mais il y a des relations très intéressantes avec des idempotents de vie dans les algèbres de descente. Donc ça, c'est un point de vue plus algébrique. Donc, ce point de vue-là a permis de définir, au moins, de conjecturer de nouveaux idempotents de vie. Bon, Cyril, je n'ai pas compris la remarque. Des nouvelles choses dans les algèbres de descente des groupes conclusion. Donc, comme je l'ai un petit peu expliqué au début, les séries en arbres sont utiles en géométrie, utiles en analyse aussi. Et en fait, une des premières apparitions de la notion d'algèbre prévue, c'est Murray Gerstenhaler autour des arbres en la théorie des déformations. Il y a aussi une utilisation on les utilise, on voit vraiment que tout marche bien, que tout qui est très pertinente en théorie des déformations des algèbres. C'est un cadre algébrique propre et puis bon alors c'est en quelque sorte l'algèbre que les algorithmes personne n'a réfléchi à optimiser les algorithmes. Les mots, c'est l'algèbre, tu vois. Ça mériterait sans doute. C'est l'algèbre, c'est une algèbre. Encore une fois, il faut que ça soit utile à des gens, mais ça. Donc ensuite, il y a ce d'être optimisé. Les schémas. Alors les schémas. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui. Donc on peut faire du point fixe. D'une certaine façon, on peut faire des grammaires. Comment on dit, des grammaires sans contexte. Des choses comme ça. Donc, la première question, qu'est-ce que j'entends par algèbre déformée? Donc, alors, je vous ai parlé de la théorie des déformations des algèbres. On a une algèbre, on suffit une algèbre et on cherche à comprendre les algèbres qui sont de la même manière qui modifie légèrement les constantes de structure. On modifie légèrement le produit parce qu'elles sont des sortes de fonctions spéciales. Là, on a des sortes de fonctions spéciales. Parfois, toutes les déformations un développement sont isomorphes, formelles en arbre. Il y a une sorte de théorie, j'en ai pas parlé du tout, de la cohomologie qui permet très intéressante de contrôler les déformations infinitésimales dans les algèbres de descente. Donc ça, c'est un point de vue plus algébrique. Voilà, donc c'est ça ce point de vue-là a permis de définir au moins, de conjecturer. Alors, il y a une notion de base de Grobner pour ces algèbres prédits. Donc je pense que j'ai vérifié ce matin effectivement parce que je m'attendais un peu à cette question. Donc comme je l'ai un petit peu expliqué au début, donc je pense que des gens ont fait des notions de base de Grobner pour les algèbres prédits, utiles en analyse. J'avoue que j'ai pas regardé ça de très près. Une des premières apparitions de la notion d'algèbre prédit, c'est Murray Gerstenhaler. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il y a aussi une utilisation. Donc il y a un point de vue pertinent en théorie des déformations des algèbres. Il y a pas mal de personnes qui regardent les algèbres prélises sans regarder les arbres. Bon, alors moi, c'est clair que les algorithmes, ce point de vue-là, mais personne n'a réfléchi à. Peut-être que les bases de Grobner que j'ai vues sont plutôt en utilisant juste ça mériterait des parenthésages de mots. Encore une fois, il faut que ça soit utile à des gens, mais ça mériterait de. Alors, dans l'ordre, j'écris les questions. Donc, le groupe peut être utilisé pour optimiser. Donc, je ne comprends pas très bien la question. Par exemple, ce groupe, la première question, qu'est-ce que j'entends par algèbre déformée? J'ai parlé à un moment des méthodes de Runge-Kutta, et en fait, on a une algèbre,
on se fixe une algèbre et on cherche à chaque méthode de Runge-Kutta, on peut associer un élément du groupe et la méthode modifie légèrement les constantes est d'autant meilleure que cet élément du groupe coïncide avec grand A à un ordre élevé. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une réponse à la question d'Annie. Les déformations je ne la comprends pas vraiment. Possible. Oui, bien sûr, on peut faire ça sur n'importe quel anneau, la cohomologie qui permet de finite characteristics, contrôler les déformations infinitésimales. C'est possible. Voilà, donc c'est ça. Donc en particulier, oui, on peut faire ça sur les corps finis. On peut imaginer de faire des notions de base de Grobner pour ces algèbres, du théorème chinois pour optimiser les calculs. Donc je pense que j'ai vérifié ce matin effectivement parce que je m'attendais un peu à cette question. Donc je pense que des gens ont fait des notions de base de Grobner pour les algèbres prélis. J'avoue que je n'ai pas regardé ça. Alors la série grand A, elle est effectivement définie qu'en caractéristique 0 parce que donc je ne sais pas. Les coefficients sont des rationnels. Donc il y a un point de vue, on pourrait, enfin il y a pas mal de personnes qui regardent les algèbres prélis sans regarder les arbres en fait. Donc on pourrait éventuellement imaginer des méthodes péadiques. J'aime pas trop ce point de vue-là, mais peut-être que les bases de Grobner que j'ai vues sont plutôt en utilisant juste des parenthésages de mots plutôt que des arbres. Oui, je pense que le problème essentiel du temps de calcul, c'est dans l'explosion du nombre d'arbres peut être utilisé pour ne serait-ce que stocker les coefficients. Donc je ne comprends pas. Le nombre d'arbres est exponentiel avec une constante de l'ordre de 2,3 puissance n, quelque chose comme ça. Par exemple, ce groupe, donc j'ai parlé à un moment des méthodes de Runge-Kutta et en fait, donc voilà, à chaque méthode de Runge-Kutta, on peut supposer qu'il n'y a plus de questions et puis je vais passer à la deuxième partie de l'exposé. Est d'autant meilleur que cet élément du groupe coïncide avec grand A à un ordre élevé. Donc la deuxième partie, il me reste un bon moment pour parler de ça. Donc c'est un autre contexte algébrique dans lequel il y a évidemment le même genre d'arbre est apparu pour des raisons différentes. C'est possible. Donc je ne suis pas sûr de comprendre vraiment la relation entre les deux, mais on peut faire ça sur les corps finis, on peut imaginer de faire a priori, c'est un autre contexte. Alors, il y a des échos du premier contexte que j'en vois de temps en temps. Voilà, donc c'est un nouveau sujet, c'est un nouveau départ. Et ce dont il est question, c'est d'une structure algébrique dans laquelle un produit commutatif et associatif, la série grand A, elle est effectivement découpée en deux moitiés, 0 parce que d'une manière cohérente. Donc, les coefficients sont des rationnels. Donc, on cherche à écrire un produit commutatif comme une somme de deux moitiés. C'est fortement lié aux algèbres de mélange ou aux algèbres de battage. On pourrait éventuellement imaginer des méthodes péadiques. C'est pas dans le vide, au sens où c'est quelque chose qui est utile dans l'étude des intégralités. Donc il y a au moins un domaine d'application concret. Oui, je pense que le problème essentiel du temps de calcul, c'est les arbres enracinés apparaissent d'une notion du nombre d'arbres. Parce que voilà, donc ça c'est un peu le stocker les coefficients. Voilà, le nombre d'arbres est exponentiel avec une constante de l'ordre de 2. Voilà, donc je vais parler à un moment des polyzeta, des shuffles et des choses comme ça. Donc je commence par un exemple. Donc je vais prendre l'espace vectoriel des fonctions continues de l'intervalle fermé 0,1 dans les complexes ou dans les réels. La deuxième partie de l'exposé. Les fonctions continues nulles en 0. Alors, les fonctions continues de 0 à 1 dans C qui sont nulles en 0. Alors, on pourrait prendre des fonctions lisses ou des fonctions polynomiales. Donc, c'est un autre contexte algébrique dans lequel il y a le même genre d'arbre est apparu pour des raisons cet espace, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il est stable par produit. Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment la relation entre les deux, mais deux fonctions lisses qui s'annulent en 0, le produit, c'est encore une fonction lisse qui s'annule en 0. A priori, c'est un autre contexte. Alors, et ici, il est aussi stable par primitive qu'on voit de temps en temps. Alors, ce que j'entends par primitive, c'est un nouveau sujet, une fonction, on associe sa primitive que j'appelle IF. Ce dont il est question, c'est d'une structure algébrique dans laquelle un intégral de 0 à t de f de s est associatif. Donc ça, c'est coupé en deux moitiés choisi pour s'annuler en 0 d'une manière cohérente. Donc
comme on a des fonctions bien gentilles, on cherche ça donne à nouveau une fonction bien gentille commutative comme une somme de deux moitiés. Qui est encore continue, encore polynomiale, ou encore fortement lié selon aux algèbres de mélange ou aux algèbres de bataille. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'un peu bizarre. On va faire ça, on va mélanger. C'est quelque chose qui est utile dans produit, les intégralités réelles. Donc, il y a au moins un domaine d'opération que je vais noter f sur g. Concret, disons, dans un autre domaine. C'est la primitive de f fois g. Et les arbres enracinés apparaissent d'une autre manière. Alors, vous allez me dire, c'est pas ça, c'est un peu pourquoi pas, mais enfin bon, bref. De la suite. Alors, quelles sont les propriétés de cette nouvelle opération sur? Donc d'abord, je vais parler à un moment bilinéaire, parce que tout ça est bien gentiment binaire et bilinéaire. Donc je commence par un exemple. Là, j'ai écrit attention. Je ne suis pas en train de parler d'ordre partiel. J'ai choisi ce symbole parce qu'il est simple à taper en latin, mais de l'intervalle fermé 0,1, c'est une opération complexe ou dans les réels. Donc, la première chose, c'est que si je symétrise, 0,1 dans C, donc si je fais f sur g plus g sur f, lisse ou des fonctions polynomiales. Alors ça, c'est un produit associatif et commutatif. Donc, et la raison est assez simple. Qu'est-ce que c'est que f sur g plus g sur f? Si c'est l'intégrale de f fois g plus l'intégrale de g fois f. Donc en fait, c'est juste la dérivée en 0. Le produit, c'est encore une fonction du produit des primitives. Bon, d'accord. Et il est aussi et donc en fait, ce produit, cette opération symétrisée, ce produit étoile, c'est en quelque sorte le conjugué du produit standard des fonctions. Consiste à où on prend les deux fonctions, on les intègre, on fait le produit et on dérive après. Donc ça, c'est choisi pour s'annuler conjugué par primitive et dérivée. Donc évidemment, c'est commutatif et associatif de la même manière que le produit. Ça donne à nouveau une fonction bien gentille. Bon. Qui est encore continue. Mais en fait, on a quelque chose d'un peu plus subtil, peut-être, qui est que ce produit vérifie une identité. Quelque chose d'un peu bizarre. Qui est que f on va mélanger le produit G sur H et la même chose que le f sur G plus G sur F, le tout sur H. Donc l'opération que je vais noter f sur G. Alors peut-être que je suis assez tenté de vous laisser une f fois G. Pour vérifier ça par vous-même, d'accord? Si vous avez un petit bout de papier pour gribouiller, pourquoi pas, mais enfin bon. Essayez de vérifier. Alors, quelles sont les propriétés de cette nouvelle opération? Rien de très compliqué. Donc d'abord, elle est bien bilinéaire, parce que tout ça est... Et je passe dans les rangs, exactement. Linéaire et bilinéaire. Bon. Là, j'ai écrit, attention, je ne suis pas en train de parler d'ordre partiel. Oui. J'ai choisi ce symbole parce qu'il est simple à taper en latex, d'accord, mais c'est pas un ordre partiel. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste remplacer. Donc, la première chose, c'est que si je symétrise cette opération, donc si je fais f sur g plus g sur f, alors ça, c'est un produit associatif et commutatif. Le premier qui trouve. Non, je rigole. Bon, donc, et la raison est assez simple. Donc, qu'est-ce que c'est que f sur g plus g sur f? Je ne vais même pas donner la réponse parce que c'est tellement... c'est juste une substitution. Et en fait, c'est essentiellement une sorte d'intégration par partie. C'est juste la dérivée du produit des primitives. Voilà. En tout cas, on a cette opération symétrisée, ce produit étoile. On a cette c'est en quelque sorte le conjugué du produit standard des fonctions. Et en fait, un autre petit calcul, on prend les deux fonctions, on les intègre, on fait le produit. Permettrait en fait de montrer que cette relation conjuguée, cette relation B là, elle implique le fait que le symétrisé est associatif visuel des fonctions. Bon. Donc le fait que le symétrisé soit commutatif, un peu plus subtil, l'opération symétrisée soit commutative, c'est que évident. Ce produit vérifie le fait qu'elle soit associative, c'est une conséquence qui est que f sur... Donc en fait, la seule propriété, la propriété essentielle de cette opération, chose que le f sur g plus g c'est sur vraiment f, cette identité ici. Alors peut-être que je suis assez tenté de vous laisser une minute pour vérifier ça par vous-même, d'accord? Si vous avez un petit bout de papier pour gribouiller. Alors, je vais passer à la suite. Essayez de vérifier. Donc, alors on va, de la même manière que tout à l'heure, j'appelais ça une algèbre prélie, là on va appeler ça une algèbre Zingel. Donc je passe dans l'espace vectoriel Z, une application bilinéaire sûre qui va de Z dans un Z dans Z, et qui vérifie cet axiome que j'ai recopié ici, qui est
Et l'axiome qui c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une propriété qui était vraie dans l'exemple. Donc on axiomatise cet exemple d'une certaine façon. Alors comme je le disais tout à l'heure, une conséquence de cet axiome, c'est que le produit symétrisé de sur et le premier qui trouve produit commutatif et associatif. Bon, donc et donc en fait on a ici donc je veux même pas donner quelque chose, une structure dans laquelle on a un produit commutatif et associatif qui est découpé en deux morceaux similaires. Voilà. En tout cas, on a cette alors les mélanges de jeux de cartes, ils vont arriver, hein, ils viendront dans pas longtemps. Et en fait, un autre petit calcul, et pour l'instant, c'est juste une sorte d'axiomatique. De montrer que cette relation, c'est juste une sorte d'axiomatique elle implique donc le fait que cet axiome Zingel, le nom a été donné par Lauder autour de 1995, et en fait, c'est un jeu de mots sur le mot Leibniz. La symétrisée soit commutatif, ça c'est évident. Lu à l'envers. Le fait qu'elle soit associative, c'est une conséquence. Et la raison étant qu'il y a une dualité de Koszul entre les opérades, la propriété essentielle d'algèbre et les opérades qui décrivent les algèbres de vraiment cette identité. Mais en fait, une bonne partie, si ce n'est la totalité de cette étude, de cette notion, alors je vais passer à la suite. Cet axiome était déjà dans un article de Schulzenberger dans le séminaire du droit en 1958. De la même manière que tout à l'heure, j'appelais ça une algèbre Prélie, là on va appeler ça une algèbre Zingel. Donc, et ce type d'algèbre, il y a parfois d'autres noms. Donc, il y a des gens qui aimeraient bien appeler ça les algèbres shuffle. Vérifie cet axiome que j'ai un peu à confusion. Et l'axiome, on pourrait appeler ça des algèbres d'andriforme commutative, propriété qui était vraie dans c'est un peu long comme nom. Donc, on axiomatise cet exemple. Moi, j'aurais bien aimé appeler ça des algèbres mi-shuffle. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le nom, conséquence de cet axiome, c'est plus ou moins standard, le produit symétrisé de sur est un produit commutatif. Alors, je fais l'algèbre à la confusion parce que... Et donc, en fait, on a ici quelque chose, une structure ici, on est en train de parler d'un produit commutatif et associatif. C'est-à-dire que je peux très bien imaginer l'algèbre Zingel similaire. Des fonctions qui ne soient pas une algèbre shuffle au sens d'une algèbre shuffle sur les mots. Donc, comme on est en train de chercher un nom pour un type d'algèbre, vont arriver, et simplement, viendront des algèbres qui vérifient cette propriété-là. C'est pas toutes des algèbres de battage. C'est une sorte d'axiomatique. C'est juste une sorte d'axiomatique. Alors, voilà les mots. Les mots, ils arrivent là. Donc l'exemple, cet axiome Zingel, l'exemple fondamental par Lauder autour de 1995. L'algèbre Zingel, c'est les algèbres de battage sur le mot Leibniz. C'est Leibniz, mais c'est seulement lu à l'envers. Ce sont seulement des exemples, d'accord. Et la raison étant qu'il y a une dualité de Koszul entre les opérades qui décrivent ces types d'algèbres et les opérades alors qu'est-ce que c'est? Donc si on prend un alphabet A, donc un ensemble de lettres, en fait, on va regarder l'algèbre tensorielle sur A. Alors je vais enlever l'unité, je vais regarder juste l'algèbre tensorielle de cette étude qui a pour base les mots non notions sur l'alphabet grand A. Donc cet algèbre tensoriel, il y a le produit habituel par concaténation des mots, mais c'est pas ça qu'on veut regarder. On veut regarder le produit associatif et commutatif, qui s'appelle le produit shuffle, que je vais noter par une étoile, mais qui est d'habitude noté par la lettre des gens qui aimeraient bien appeler ça les algèbres shuffle. Et d'habitude, le produit shuffle, on le définit comme ça. On le définit par induction sur les mots commutatifs. Si on se prend deux mots et que le premier termine par la lettre A, moi j'aurais bien aimé appeler ça, le deuxième termine par la lettre B. Alors le produit shuffle de ces deux mots, mais c'est soit le produit shuffle de U avec le deuxième mot suivi de la lettre A, plus alors je fais la confusion parce que premier mot avec V suivi de la lettre B. Donc ça, si on est une définition formelle mathématique qui permet de bien imaginer l'algèbre caractériser ce produit, mais effectivement, comme le disions tout à l'heure, qui soit pas une algèbre la version intuitive de ce produit shuffle, c'est le battage de deux piles de cartes
on est en train de chercher un nom pour un type d'algèbre. Donc, simplement, ce serait comme le font cette propriété-là. Les croupiers dans les casinos ou les magiciens avec les paquets de cartes. Donc, on coupe un paquet de cartes en deux et on... Alors, voilà les mots. On mélange les deux paquets de cartes en préservant l'ordre de chacun des deux sous-paquets. Fondamental, l'exemple. Et c'est ça qu'on fait avec deux mots. C'est des algèbres de battage. Voilà un exemple ci-dessous, le produit... Mais c'est seulement le produit de mélange de deux mots. Donc, c'est la somme de toutes les manières de mélanger les lettres de ces deux mots, mais en préservant le premier mot. Cyril a raison. Donc, le mot extrait, le deuxième mot. Donc, si on prend un alphabet A, donc un ensemble de lettres, on va regarder l'algèbre tensorielle. Webcam pour une démo. Alors, je vais enlever l'unité. Je vais regarder juste l'algèbre tensorielle. Je sais pas. Qui a pour base les mots non vides. Je pense que c'est pas vraiment... Donc, cette algèbre tensorielle, bon, il y a le produit habituel, une bonne idée, des mots, mais c'est pas ça qu'on veut regarder. On veut regarder. On va s'en passer. Ok. Je pense que c'est suffisamment clair. Associatif et commutatif qui s'appelle le produit shuffle. Merci pour la suggestion. Je vais noter par une étoile, mais qui est d'habitude noté par la lettre. En tout cas, voilà, ça c'est l'algèbre shuffle. Et en fait, d'habitude, le produit shuffle, on le définit comme ça. On le définit par un produit shuffle, on peut naturellement le couper en deux. Si on prend deux mots, la manière dont on le coupe en deux, par la lettre A, c'est qu'on va noter U termine par la lettre V. La somme de tous les mots dans le produit shuffle, dans le produit mélange de U et de V, dont la dernière lettre, le deuxième mot suivi d'une lettre qui provient de V, plus le produit shuffle de... donc, dans le produit shuffle, la dernière lettre, elle va être soit égale à la dernière lettre de U. Donc ça c'est une définition formelle. Alors la question, c'était de vous poser les lettres caractérise ce produit, mais effectivement, comme le disait Cyril tout à l'heure, la version intuitive de ce produit. Je reviens peut-être à l'exemple de deux piles de cartes. Donc à l'exemple, c'est vraiment le BAA, on va prendre les lettres de C et C et on va les insérer dans les casinos, respectant leur ordre. Avec les paquets de cartes, donc on coupe un paquet de cartes en deux et on mélange les deux paquets de cartes en préservant l'ordre de chacun des deux sous-paquets. On fait toutes les permutations de l'union de BA et de CC dans lequel, sous le produit l'extraction de BA reste dans le même ordre et l'extraction de CC reste dans le même ordre. Les lettres de ces deux mots, mais en préservant le premier mot comme mot extrait. Voilà, donc le produit, en fait, on peut le découper en deux selon que la dernière lettre est la dernière lettre de U ou la dernière lettre de V, et donc on va appeler U sur V. Je sais pas. Les mots dont je pense que c'est pas vraiment. La dernière lettre vient de V. Et dans cette situation, on peut réécrire la définition récursive comme la somme du premier mot sur le deuxième mot ou du deuxième sur le premier. Merci pour la suggestion. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est que le produit shuffle, sa définition récursive nous dit simplement que en fait, c'est le symétrisé de ce produit. Ce produit shuffle, on peut naturellement le couper en deux. Et c'est la manière dont on le coupe en deux. Et l'énoncé, c'est qu'on va noter statement, mais c'est sur V. C'est un théorème. La somme de tous les mots dans le produit shuffle. Cette algèbre tensorielle munie de ce produit U sur V et l'algèbre Zingel libre. Cet ensemble sur l'alphabet A, sur l'ensemble grand A. Donc, dans le produit shuffle, la dernière lettre, c'est-à-dire que si elle va être soit égale à la j'ai dernière une lettre application ensembliste de A dans une algèbre Zingel, alors la question, c'était de vous poser les lettres. On peut l'étendre en un morphisme Zingel T de A dans Z. Et comme tout à l'heure pour les algèbres prélis, ça signifie que si j'ai, je reviens peut-être si j'ai un exemple en des lettres. Donc à l'exemple, c'est vraiment à chaque lettre, je lui associe un élément dans une algèbre Zingel. On va les insérer dans respectant leur ordre, est aussi un élément dans cette algèbre Zingel. Donc c'est tout à l'heure les algèbres prélis libres avaient une base indexée par des arbres. Et là, on fait toutes les permutations des algèbres Zingel libres de BA indexées par dans des lequel l'extraction de BA reste dans le même ordre et l'extraction de CC. Est-ce que j'ai prévu... Bon, j'ai pas mis d'exemple explicite dans les mots, mais j'ai
Un exemple, voilà, donc l'exemple d'application de cette structure-là, on peut le découper en deux, selon que la dernière lettre cette structure apparaît, c'est les polylogarithmes et les valeurs zeta multiples. Les mots dont alors on prend comme alphabet les entiers 0 et 1 et on regarde l'algèbre tensorielle. Et dans cette situation, on peut réécrire la définition. Donc ça fait une algèbre Zingel comme une somme pour le produit du premier mot sur le deuxième mot ou du deuxième espèce de moitié de shuffle. Et en fait, c'est facile de voir que le sous-espace des mots engendrés par les mots qui commencent par 1 et qui finissent par 0 est fermé sous ce produit. Ça, c'est clair parce que de ce produit. La première lettre et la dernière lettre viennent toutes les deux d'un des deux mots. Et l'énoncé, les deux mots commencent par 1 et finissent par 0. Tous les mots dans le produit shuffle seront du même. Cette algèbre tensorielle munie de ce produit sous-algèbre et l'algèbre Zingel libre. Alors par ailleurs, sur l'alphabet on peut considérer le produit, ce qu'on appelle les intégrales itérées. La signification est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les intégrales itérées? Donc si je me donne deux formes différentielles, que je note oméga 0 et oméga 1, qui sont dt sur t et dt sur t moins 1. Un morphisme Zingel de t de a dans Z. Et pour chaque mot, I1, I2, IN, c'est un mot dans le même alphabet, A, 0, 1. J'ai un mot qui commence par 1 et qui finit par 0. Que j'associe à chaque lettre. On peut considérer l'intégrale quelconque. Alors le mot produit de ces formes différentielles sur le domaine qui est écrit ici. Donc c'est un domaine, je ne sais pas si c'est lisible, donc c'est 0 plus petit t1 plus petit t2 plus petit t1. Tout à l'heure, les algèbres prélibres avaient une base indexée par des arbres. Donc c'est ce qu'on appelle une intégrale itérée. On pourrait l'écrire comme une intégrale emboîtée. Donc en intégrant d'abord sur T1, puis sur T2, puis sur Tn. Je n'ai pas mis d'exemple explicite dans les mots, mais et donc chacune de ces intégrales, avec les conditions que j'impose sur le début et la fin, ces intégrales sont convergentes. Cette structure apparaît, compris entre 0 et 1, et les valeurs et donc définissent des fonctions de la variable t. On prend comme alphabet les entiers 0 et 1. Alors on sait, donc il y a un travail très classique et très connu de Chen sur les intégralités qui dit que c'est plus général que ça, mais qui dit en particulier que ces intégralités forment une algèbre commutative. Et en fait, si on prend tous les mots, facile de voir que le sous-espace des mots de ces intégralités forment une algèbre commutative dont le produit est donné par le produit de mélange des mots. La première lettre et la dernière lettre. Les fonctions qu'on obtient sont des fonctions qui s'appellent les fonctions polylogarithmes multiples, en l'occurrence en une seule variable. Tous les mots dans le produit donc c'est une sous-algèbre. En particulier, l'énoncé de Chen, on peut considérer le fait qu'on a une algèbre sur les mots en 1, 0. Alors qu'est-ce que c'est que les intégralités? On peut interpréter ça de la manière suivante. On peut interpréter ça en disant qu'il y a un morphisme d'algèbre commutative. dt sur t et dt sur t moins 1. Et pour chaque mot de ce produit Zingel sur les mots en 1, 0 dans le même alphabet A, 0, 1. De l'algèbre Zingel sur les mots en 0 vu comme algèbre 1 qui finit par 0 vers l'algèbre des polylogarithmes multiples. On peut considérer l'intégrale. Alors c'est un morphisme d'algèbre commutative, c'est pas un morphisme produit de ces formes différentielles sur le domaine qui est écrit ici. Et ensuite, on peut éventuellement composer ce morphisme avec l'évaluation en 1 et on a les nombres zeta multiples qui sont assez célèbres. Donc c'est ce qu'on appelle une intégrale itérée. Beaucoup de domaines on pourrait l'écrire comme une intégrale emboîtée. Voilà, donc je vais pas beaucoup. Alors, intégrant d'abord sur T1, multiple et poly. Alors puis sur Tn. C'est parce que et donc chacune de ces intégrales, les polylogarithmes, que j'impose sur le début et la fin, ces intégrales sont convergentes. C'est une bonne question. Pour tout entre 0 et 1. Classiquement, il y a le logarithme, et puis ensuite, il y a de la variable Euler, par exemple, a utilisé ce qu'on appelle le dilogarithme. Et alors, on sait... et le dilogue, c'est la somme sur les intégralités grées, qui dit que le dilogue, c'est la somme, et en particulier que somme ces sur intégralités forment une algèbre sur N2, si on prend tous les mots, de t puissance n. L'ensemble de ces intégralités forment une algèbre commutative dont le produit est donné par le produit de... Ça, c'est le dilogarithme. Mélange des mots. Et les polylogarithmes, ce serait juste les sommes de ça sur n puissance k. Les fonctions qu'on obtient sont des fonctions entières. Les fonctions polylogarithmes. En l'occurrence, en une seule variable. Et on les obtient comme cas particulier lorsqu'il y a une seule lettre 1. En particulier, mais si on prend un mot quelconque de Chen, plusieurs lettres 1, et le fait qu'on a une des fonctions qui sont plus générales que les fonctions polylogues.
Et comme on peut interpréter ça de la manière suivante, comme on est en train de faire des intégrales multiples, on appelle ça des polylogarithmes multiples. Donc effectivement, série, il y a une autre explication, c'est que c'est des mots en somme multiples. Les polylogarithmes sont des sommes simples. L'algèbre inégale sur les mots 1, 0, vu comme algèbre multiple, sont des sommes multiples. Vers l'algèbre des polylogarithmes multiples. Donc je ne vais pas creuser beaucoup, mais c'est juste pour dire que, au moins potentiellement, il y a cette structure Zingel est intéressante. On peut éventuellement composer ce morphisme avec l'évaluation en 1 et on a les... Donc il me reste quelques minutes, alors je vais... je pense que j'ai pas beaucoup plus de transparent, mais je vais essayer quand même d'expliquer où sont les arbres. Donc en fait, comme je disais, l'algèbre Zingel libre, c'est l'algèbre tensorielle, donc elle a une base annexée par les mots. Mais maintenant, on peut imaginer de faire des expressions parenthésées, d'accord? Donc si je prends des éléments dans une algèbre Zingel, et puis je fais un mot complètement parenthésé, une expression complètement bien parenthésée, il y a le logarithme, et puis ensuite ces éléments. Euler, par exemple, a utilisé en fait, j'obtiens des éléments. Et le dilogue, je peux regarder toutes les expressions bien parenthésées en des lettres dans une algèbre. Le dilogue, c'est la somme des sommes sur n. Et en fait, l'énoncé, qui peut être un peu surprenant, c'est que le t puissance n. C'est qu'en fait, ces expressions, elles sont naturellement indexées non pas par des arbres binaires, qu'on pourrait imaginer, et les polylogarithmes, ce serait juste les sommes enracinées sur n puissance k. Pour k entier. Donc ça c'est la correspondance. On peut définir cette correspondance de manière récursive. Donc si on a une expression lorsqu'il y a une seule totalement parenthésée, on la découpe quelque part. Si on prend un mot quelconque, grand X sur grand Y, récursivement on calcule les arbres enracinés associés à ces deux moitiés. Et ensuite, on les recolle en rajoutant juste une arête, comme on est en train de faire des intégrales, la racine de Tx et la racine de Ty. Polylogarithmes multiples. Et ça donne l'arbre. Donc effectivement, associé à l'expression complète grand X sur Y. Donc voilà un exemple. Donc l'expression que j'ai écrite ici, les polylogarithmes sont des sommes simples et d'accord. Les polylogarithmes multiples sont des sommes multiples. Elle est naturellement associée. Je ne vais pas creuser beaucoup, mais c'est juste pour dire que, parce que au moins potentiellement, il y a la première moitié, ça va être l'arbre X accroché à la racine Y. La deuxième moitié, c'est l'arbre Z accroché à la racine X. Donc il me reste quelques minutes, alors je vais... C'est cette partie-là et puis cette partie-là. Je vais essayer quand même d'expliquer où sont les arbres. On les recolle simplement en rajoutant une racine. Donc en fait, comme je disais, l'algèbre libre, qui rejoint les racines. Donc on rajoute une arête qui rejoint les racines des deux morceaux. Mais maintenant, on peut imaginer de faire des expressions parenthésées, d'accord? Donc il y a des arbres enracinés et si je prends des éléments, n'importe quoi qu'on pourrait imaginer faire avec des lettres est décrit par un mot complètement parenthésé, une expression complètement bien parenthésée. Alors, quelques commentaires. En fait, dans cette situation, on est presque tenté de dessiner les arbres horizontalement avec la racine à droite. Bien ça rendrait la correspondance en des lettres plus facile. En des éléments dans une algèbre. C'est pas très clair. Et en fait, l'énoncé qui attribué, c'est d'être un peu surprenant, c'est que l'énoncé sur le fait que toutes les expressions qu'on peut calculer sont des arbres enracinés. Naturellement indexées. Je pense que c'est connu d'un certain nombre de personnes. Comment on pourrait l'imaginer? Je suis pas capable de donner une référence sur cet énoncé exact, mais en particulier, c'est clairement lié à ce que la correspondance, on appelle l'arborification dans la théorie des cales. Si on a une expression des moules, des cales, totalement parenthésée, on la découpe quelque part. Le produit Zingel devient vraiment quelque chose de très simple, ça devient une opération combinatoire qui rajoute juste une arête. Et ensuite, on les recolle en rajoutant juste une arête. Ça a au moins cet avantage-là. La racine de Tx et une autre chose, c'est que ça permet de définir des polylogarithmes multiples avec des valeurs zeta multiples associées à des arbres. Voilà un exemple. Alors ça, c'est les choses que les gens ont déjà fait. C'est des choses que les gens utilisent, d'accord, dans la théorie des valeurs zeta multiples. Et donc là, on a une sorte de justification un peu plus algébrique de cet arbre-là, cette construction arborescente. La première moitié, c'est alors les gens, donc accroché à la racine Y. La deuxième moitié, c'est l'arbre Z. Il me vient en tête un article de Manchon. C'est cette partie-là, et puis cette partie-là. Multizeta arborescent. Et maintenant, on les recolle simplement en rajoutant une racine. Donc, qui va de Y vers X. J'ai pas les noms en tête, donc il y a des auteurs japonais qui travaillent là-dessus. Donc là, il y a des arbres enracinés et vraiment
n'importe quoi. J'ai vu apparaître récemment est décrit par un arbre racine. J'aurais dû. C'est pas très bien de dire des noms. Alors quelques commentaires. Donc en fait, dans cette situation, on est presque tenté de dessiner les arbres horizontalement avec la racine à droite parce que là, ça rendrait la correspondance. Je pense que mon temps est facile, est presque écoulé. C'est pas très clair dans ma tête à qui attribuer. En fait, réciproquement, si on a un tel arbre enraciné, en fait, il est égal à la somme de ses extensions linéaires. Nombre de personnes. Donc on peut voir cet arbre enraciné comme incapable de donner une référence. Les extensions linéaires, c'est des manières de classer les sommets. C'est clairement lié à ce qu'on appelle chaque arbre enraciné est égal dans cette algèbre tensorielle à la somme de ces extensions linéaires. Donc c'est une autre manière de décrire qu'est-ce que c'est que ces arbres enracinés. Le produit par exemple, cet arbre-là est égal à la somme de 3 extensions linéaires selon que Z se place ici, entre X et Y, ou ici. Ça a au moins cet avantage-là. Et une autre chose, c'est que ça permet de définir une description élégante de logarithmes multiples et des valeurs monômes d'arbres en termes d'extension linéaire. Et alors ça, c'est des choses que des gens ont déjà fait. C'est ma conclusion. Donc voilà, dans la théorie, un cadre algébrique assez sympathique. On peut couper les produits. Là, on a une sorte de justification un peu plus algébrique de cette des intégralités. On peut imaginer qu'ils servent à alors les bases intéressantes des valeurs d'état multiples, par exemple. Mais en fait, il me vient en tête, ça peut vraiment servir pour n'importe quelle sorte d'intégralité. C'est lié très près aux algèbres de mélange. Il y a des arbres enracinés qui apparaissent d'une façon un peu différente d'avant. J'ai pas les noms en tête, donc il y a des... Je suis à peu près sûr qu'il n'y a aucune théorie de base de Grobner qui a été faite dans ce contexte-là, et je crois que ça serait intéressant à faire, parce que on se pose des questions sur les intégralités et on aimerait bien récemment pouvoir faire des calculs. Voilà. Une partie de ça est implémentée en Sage. Je m'en excuse, mais pas beaucoup. Je ne suis pas capable. Et puis je fais un petit peu de publicité. Je suis sans scrupule, donc pour dire qu'il y a maintenant dans Sage une implémentation des valeurs états multiples motifs. Merci beaucoup. Je crois que en fait, mon temps est écoulé. Réciproquement, si on a un tel arbre enraciné, en fait, il est égal à la somme de ses extensions linéaires. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton cours. Les extensions linéaires, c'est des manières de classer les sommets. Qui va commencer à 45, on a une pause un peu courte. Alors, il y a déjà eu plein de questions pour exposer. Chaque arbre enraciné est quand même le temps pour dans cette algèbre tensorielle quelques questions. Y a-t-il des questions? C'est une autre manière de décrire. Alors, une analogie de forme entre le produit entre champs de vecteurs et le produit avec les intégrales à l'arbre-là. Donc, la somme de 3 extensions linéaires. C'est en quelque sorte un des échos dont je parlais entre le X et Y, prédit et ce... Pourquoi il y a on peut se demander un peu pourquoi il y a les mêmes arbres des deux côtés. Il y a une description élégante. Effectivement, le produit prélit, c'est en termes d'extension. On a un champ de vecteurs et on dérive l'autre. C'est ma conclusion. Donc voilà. L'action est un cadre algébrique assez. Un champ de vecteurs agit sur un autre en dérivant les coefficients. En deux. Là, on a des fonctions et la fonction agit sur un autre. On peut imaginer qu'il faut prendre la primitive de celle qui agit. Donc c'est un peu comme si on dérivait sur lequel on agit. Ça peut vraiment servir pour n'importe quelle sorte de réponse à cette question, donc c'est lié quand même de structures algébriques différentes. Il y a des arbres enracinés qui apparaissent d'une façon un peu différente d'avant. Il y a typiquement le processus d'arborification décale. Il n'y a aucune théorie essentiellement la plupart du temps formulée en utilisant l'algèbre de Cohn-Kramer, qui est le dual de l'algèbre enveloppante des algèbres questions sur les intégralités. Donc il y a des relations, mais pouvoir faire des calculs. Alors une différence, c'est que je suis qu'en dimension 1 pour implémenté en Sage, effectivement, mais pas beaucoup. Je suis pas fais un petit peu sûr qu'on puisse faire ce genre d'exemple en dimension supérieure. Il y a maintenant dans Sage une implémentation des valeurs états multiples motiviques. Merci beaucoup. Je dois avouer que je ne comprends pas très bien le... Alors, est-ce que les idéaux de ces algèbres sont neutériens? Bonne question. J'avoue que je me suis pas... Merci beaucoup. Je ne connais pas la réponse. On a alors les anneaux. Est-ce que les anneaux sont neutériens? Alors, il y a déjà plein de questions pour exposer. J'imagine que ça peut dépendre un peu des exemples qu'on regarde. Pour quelques questions.
Les algèbres tensorielles elles-mêmes, regardez cette analogie de forme entre le produit entre champs vecteurs qui finissent par 0 à la fin. Donc, modulo, effectivement, c'est en quelque sorte le renversement des dont je parlais. J'aimerais bien connaître les dimensions de ce quotient. Pourquoi il y a on peut se demander un peu pourquoi il y a les mêmes arbres. Est-ce qu'il y a des conjectures à tester s'il y avait effectivement le produit prédit, on a un champ de vecteur et on dérive. S'il y avait par exemple des algorithmes de base de Grobner, l'action est que l'objectif serait de tester des conjectures. Un champ de vecteur agit sur un autre en dérivant les coefficients. Et là, on a des fonctions et la fonction. Je ne suis même pas capable de faire une conjecture. C'est-à-dire, le cause, par exemple, dans cet exemple, sur les mots en 1, les mots qui commencent par 1, qui finissent par 0, modulo la relation de. Je n'ai pas vraiment un mot est égal à son retourné. C'est quand même de structure algébrique. Je ne sais pas quelle dimension ça va faire. Et ça serait intéressant. Je pense que ce serait intéressant de le savoir parce que c'est une sorte de borne. Il y a typiquement le processus universelle d'écale. Il est essentiellement la plupart du temps formulé en utilisant l'algèbre de Cohn-Kramer, qui est le dual de l'algèbre enveloppante des algèbres Rayleigh libres. Donc il y a des relations, mais alors une différence, c'est que je suis qu'en dimension 1 pour l'intégration. Effectivement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ce genre d'exemple en dimension supérieure avec des intégrales. Donc je dois avouer que je ne comprends pas très bien le... Alors, est-ce que les idéaux de ces algèbres sont noethériens? Bonne question. J'avoue que je me suis pas... Je ne connais pas la réponse. Donc, alors les anneaux, est-ce que les anneaux sont noethériens? J'imagine que ça peut dépendre un peu des exemples qu'on regarde. Les algèbres tensorielles elles-mêmes, en tant qu'algèbres commutatives, elles ont un nombre infini de générateurs, donc je ne sais pas trop. Bon. Donc, une raison pour laquelle j'aimerais bien des bases de Grobner, typiquement, c'est que j'aimerais bien regarder ces mots qui commencent par 1, qui finissent par 0, modulo le renversement des mots. Voilà, j'aimerais bien connaître les dimensions de ce quotient. Et donc, typiquement, est-ce qu'il y a des conjectures à tester s'il y avait, par exemple, des algorithmes et une implémentation s'il y avait, par exemple, des algorithmes de base de Grobner sur ce genre d'objet, est-ce que l'objectif serait de tester des conjectures ou bien de... des calculs, quoi. Je ne suis même pas capable de faire une conjecture. C'est-à-dire, le cause, par exemple, dans cet exemple, sur les mots en 1, les mots qui commencent par 1, qui finissent par 0, modulo la relation de... Un mot est égal à son retourné. Je ne sais pas quelle dimension ça va faire et ça serait intéressant. Je pense que ce serait intéressant de le savoir parce que c'est une sorte de borne universelle sur toutes sortes de multizeta.